Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançant en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour sur Radio M. Nous avons le plaisir d'accueillir ce matin dans l'invité du direct, Monsieur Mabrouk Laïb, expert et surtout membre du COPIL, on dit comité de pilotage du think tank citoyen Nebni. Mabrouk Laïb, bonjour. Bonjour. Merci d'être de retour sur Radio M. Merci beaucoup pour l'invitation, c'est toujours un plaisir. Alors si on vous invite aujourd'hui, c'est que Nebni a une actualité, Nebni de retour. Il a publié la semaine dernière, c'était très remarqué, un document, un papier, comme on dit dans le milieu, qui s'appelle « Urgence des réformes, comment amortir le choc de l'iceberg ». On va revenir sur le contenu de ce papier, mais auparavant, la question que j'ai envie de vous poser, Mabrouk Laïb, c'est pourquoi reprendre la parole. Maintenant, on a un peu le sentiment qu'en 2017, vous n'avez pas beaucoup intervenu. Effectivement, on a été un peu moins audible, on va dire, même s'il y a eu quelques activités externes. Il y a eu beaucoup de travail en interne. On a notamment décidé de se formaliser en tant qu'association. C'est donc un travail administratif assez conséquent. Vous êtes paxé. Ouais, c'est un peu ça. Et donc, ça a eu comme conséquence qu'on était un peu moins sur des activités externes que des activités en interne. Je me suis dit, on a fait quelques sorties. On a publié sur notre blog en courant du deuxième trimestre deux papiers, un sur les clusters, un sujet qui est important, qui est intéressant, et on reviendra dessus. On a des choses à dire encore, et on voudrait organiser aussi un événement avec les experts, avec le ministère de l'Industrie, probablement, si on arrive à les convaincre de la pertinence de notre démarche. Donc ça, c'est un sujet qu'on a traité. On a aussi fait un premier papier sur le revenu universel. On y reviendra, parce qu'on a justement un article qu'on va publier donc, dans très peu de temps, donc dans les jours ou les semaines qui viennent. On a aussi organisé, comme c'est devenu la tradition chez nous, 2 soirées débat, ce qu'on appelle des sahrat, Framdan, sur des sujets qui sont très importants. On nous connaît surtout sur les questions économiques, mais Nebni, c'est aussi des personnes qui sont spécialistes, qui sont très intéressées par la santé, par la culture, ce qu'on appelle le vivre ensemble chez nous, donc qui intègre aussi l'urbanisme. Donc à ce titre, on avait fait une soirée débat avec des experts urbanistes, architectes sur cette question-là. Et voilà, on a aussi beaucoup travaillé cet été sur le plan d'urgence dont on parlera tout à l'heure, et aussi sur 2 autres papiers donc, que je viens de vous citer. Le deuxième papier qui devrait pas tarder à sortir porte sur la question des importations. La question des importations. Donc, vous nous rassurez, Nebni travaille toujours. Nebni travaille toujours. Même si Nebni a eu cette idée, certains diraient saugrenue, de vouloir se formaliser, de devenir une association et d'être obligé de travailler sur la formalisation avec l'administration algérienne. Oui, qu'on aime beaucoup. Voilà, mais comme vous avez fait beaucoup de propositions dès 2011 pour débureaucratiser, créer ce choc de la débureaucratisation, vous êtes coltiné au contexte tel qu'il est. Oui. Je pose la question parce que nous sommes, éditeurs électroniques, en phase aussi de créer un syndicat et d'aller donc vers l'administration pour obtenir un agrément. Et voilà, on est dans le cœur du sujet, c'est toujours compliqué. C'est souvent compliqué. Alors, on n'a pas finalisé le processus de formalisation, il est en cours. Clairement, les procédures ne sont pas les plus simples et les plus rapides, donc ça a demandé pas mal d'efforts administratifs de notre côté. Après, il faut aussi reconnaître que Nebni, ça reste un collectif de bénévoles qui ont chacun une vie professionnelle très chargée, puis une vie aussi privée, familiale, etc. Donc on a
pas toujours... Mais concrètement, qu'est-ce qu'on gagne à formaliser un think tank qui a autant produit dans ce format des bénévoles et qui a été reçu, on dirait un mot tout à l'heure, dans une tripartite, reçu par des ministres, par des chefs, des premiers ministres, qui a été écouté. On ne sait pas si elle a été entendue, mais elle a été écoutée. Qu'est-ce qu'on gagne à se formaliser et à se coltiner une procédure pour devenir agréé? Ça a été un vrai débat en interne. Certains d'entre nous n'étaient pas trop... Enfin, ne pensaient pas que ça puisse être pertinent. La raison et financement peut-être? C'est exactement, c'est surtout en capacité d'avoir quelques permanents, donc pouvoir recruter des personnes qui auraient des tâches sur lesquelles ils travailleraient toute la journée en termes de... pas nécessairement de production, ça restera les membres bénévoles qui continueront à produire. De ce point de vue-là, il n'y aura pas de changement, mais par contre, en termes de régulation, en termes d'administration, en termes de relance entre nous... Et ça va se faire, Oui, on est toujours dans ce process-là. On peut envoyer des CV à Nebni maintenant? Ouais, marhaba bekom, bien sûr. Et donc voilà, donc vous avez fait ce travail donc en interne, mais vous avez bien fait de rappeler, on vous a laissé le temps de nous rappeler tout ce que vous avez fait en 2017. Toutefois, on a l'impression qu'il y a des expressions comme urgence, comme comment amortir le choc, parce que le choc on y est. Enfin, le choc on y est. Vous êtes les premiers, c'est votre concept. En 2011-2012, si on ne fait pas les bonnes réformes, on va tout droit sur l'iceberg. Il est encore temps de toucher au gouvernail et de changer de direction. On n'a pas touché au gouvernail, on est sur l'iceberg. En fait, c'est ça. La question qui n'est pas tranchée, c'est est-ce qu'on a touché l'iceberg ou pas? Voilà. Mais clairement, bon... Attendez, ouais. L'inflation a augmenté, le taux de chômage a augmenté, les Algériens se sont appauvris, le PIB, on n'est pas dans la décroissance, on n'est pas encore dans une dépression, parce qu'il y a encore un taux de croissance qui a été maintenu sur l'élan de dépenses précédentes. Mais bon, enfin, le froid de l'iceberg est là. Après, c'est une question effectivement de perception et de définition. Après, l'iceberg, c'est une image, c'est pas un concept précis. Le Venezuela a percuté l'iceberg, oui. Voilà. Clairement, de ce point de vue-là, nous pas encore. Il a probablement coulé. C'est un petit peu ce qu'on ne veut pas qu'il arrive, et on a tous les moyens pour justement éviter cela. Et c'est justement pour ça qu'on est en train de, à nouveau, revenir sur notre cri d'alerte en disant qu'il y a plus qu'urgence. Même si on pourra dépasser la conjoncture, c'est ce qu'on essaie d'expliquer, c'est qu'il y a toujours la possibilité alors, de dépasser cette conjoncture. Déjà le cri d'alerte. Nebni, c'est à peu près, en gros, avec 2-3 autres sources économistes. On ne va pas citer ceux qui ont fait un peu les lanceurs d'alerte, mais dès 2011, vous dites ce modèle n'est pas soutenable. Exactement. Et donc, on va vers l'iceberg si on le maintient en l'état. Bien. Mais est-ce que c'est le scénario que nous vivons depuis 2014, dans lequel on est en train de s'enfoncer en 2017? Est-ce que c'est celui que vous avez prévu? Parce que celui que vous avez prévu, c'était plutôt pas un choc par les prix, c'était plus un choc par les volumes. Dire la production ne peut plus augmenter vraiment en Algérie. Au contraire, elle était en train de baisser au moment où Nebni est né. Absolument. Les exportations baissent et donc la consommation domestique facilitée par des prix très encourageants à la consommation a explosé et donc c'est pas soutenable. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est surtout et en priorité par les prix que nous sommes en contre-choc. C'est pas tout à fait le scénario prévu par Nebni. Non, tout à fait. Pas uniquement, j'allais dire, pas uniquement. Dans le scénario qu'on a prévu, parce qu'on n'a pas de boule de cristal, donc on a délibérément considéré que les prix du pétrole, qui est notre principale ressource aujourd'hui budgétaire, seraient constants. Même si on disait, attention, rien. Il y a de la volatilité là aussi. Que ça ne bouge pas. Mais en tout cas, on n'a pas voulu adresser cette variable parce que personne ne la maîtrise, en tout cas en Algérie. Mais par contre, le modèle tel qu'il est construit conduira inexorablement vers le fameux iceberg qu'on veut éviter. Que ce soit
parce que les dépenses budgétaires n'ont fait qu'augmenter de manière très rapide, que ce soit parce que nos capacités d'exportation sont en train de se réduire mécaniquement parce qu'il y a une croissance importante de la consommation domestique, qui est liée aussi à la croissance économique. Donc c'est aussi une bonne chose, il ne faut pas le voir négativement, mais ça a un impact direct sur nos ressources financières qui proviennent des hydrocarbures. Donc tout cela combiné démontrait qu'on était en train de s'acheminer vers un risque important. Voilà. Mabrouk Haïb, si le scénario n'est pas tout à fait le même, si c'est plus un choc par les prix qu'un choc par les volumes, ça peut changer quelque chose quand même dans la façon dont ça se déboucle. C'est qu'aujourd'hui, si les prix se réajustent, se stabilisent à $60, et que les économies qui ont été faites ces 2 dernières années par réduction des importations, réduction du budget d'équipement, etc., on retrouve un équilibre autour de 2020 de la balance des paiements. Ça pourrait signifier qu'on revienne au scénario hanté, c'est-à-dire on a passé une crise conjoncturelle et puis le modèle, lui, il reste là, il continue et ça, vous en voulez pas. J'allais presque dire c'est ce qui nous inquiéterait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les mesures qui ont été prises les 2 dernières années adressent la problématique comme si c'était une conjoncture, une mauvaise passe et qu'il fallait la gérer. Et effectivement, il y a des choses qui ont été faites et qui permettent de tenir le coup, on va dire. Et rien ne nous permet de dire que le brut ne va pas remonter. Et ça nous permettrait de dire, on n'a plus besoin de faire les réformes. Et c'est ça le plus grand risque. Ce qu'on dit aujourd'hui, c'est qu'attention, presque le fait que le brut ait chuté, que le prix du brut ait chuté, ça, on peut le voir d'un côté positif en disant c'est un signal d'alarme qui nous réveille, encore, un petit peu comme si on se fait mal, donc on réagit, on se dit il faut faire quelque chose. C'est un peu ce qui se passe. Ça doit permettre aux responsables de prendre conscience qu'on ne peut plus continuer comme ça. Ils en sont conscients, mais maintenant il faut agir. Il faut aller au-delà. Ouais. Cela dit, vous êtes peut-être les premiers à laisser entrevoir la possibilité d'un retour à l'équilibre sans gros dégâts. Vous le dites pour développer évidemment un autre argumentaire, mais c'est la première fois, en dehors de quelques experts, je cite Mourad Preur, notre ami expert pétrolier qui est venu souvent sur ce plateau, qui lui pronostique un choc haussier à cause du désinvestissement dans l'industrie pétro-gazière dans le monde. En dehors de lui, il n'y a pas beaucoup d'experts qui disent peut-être que finalement, avec un prix qui se stabilise autour des $60, peut-être qu'on va passer cette mauvaise passe. Après, chacun interprète comme il veut. Il y en a qui s'en réjouissent parce qu'il y en a qui ne veulent pas démanteler le système d'allocation des ressources tel qu'il est. Vous êtes les premiers. Est-ce que vous réalisez cela ? Vous allez encourager le gouvernement à rester sur cette orientation parce que s'il s'en sort comme ça... Non, c'est en tout cas certainement pas notre message. Ce qu'on dit, c'est qu'on ne peut pas conjecturer sur le prix du pétrole. Il va monter, il va descendre. Personne n'est capable de le faire, même les meilleurs experts peuvent se tromper, et si on regarde l'historique, ils se trompent régulièrement. Après, effectivement, à terme, on peut s'attendre à ce que les prix du brut remontent, comme l'a expliqué Dr Preur, mais quand, à quel moment, c'est très très difficile de savoir. Donc, j'ai pas eu la chance de Alors, dans votre document, vous couplez cette lecture-là à un retour de la production algérienne des hydrocarbures. Vous y croyez, vous, à une augmentation de la production algérienne des hydrocarbures ? C'est pas exactement ce qu'on dit, c'est que il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour stabiliser du moins cette production. Et encore une fois, c'est le problème, c'est qu'on revient toujours aux hydrocarbures. Et nous, justement, on veut sortir de ce paradigme et on dit qu'il faut absolument s'en sortir en mettant en place notamment les fameuses 10 mesures d'urgence qu'on est en train de proposer. Si on en parle, c'est juste pour dire que si jamais les prix confirment leur redressement et la production poursuit sa stabilisation, voire éventuellement sa remontée, la production algérienne, bien sûr,
vous êtes mal parti pour proposer ce que vous proposez. C'est pour ça qu'on en parle, hein. C'est pas pour dire que c'est ce qu'il faut faire. Non, je comprends bien. C'est-à-dire que c'est des facteurs contraires. On va revenir à ce qu'on disait en 2012, qui est toujours valable. C'est-à-dire, on n'aura rien changé. On n'aura rien changé et c'est surtout ce qu'on ne veut pas. Voilà, on a expliqué qu'il y a certaines mesures qui peuvent avoir un effet immédiat, et il faut les prendre. Et il y a d'autres mesures qui sont importantes, qui n'auront pas d'impact immédiat, mais qu'il faut absolument mettre en œuvre très rapidement. Alors, je vais essayer de résumer un peu le sentiment. Okay. Nous, en 2014, quand les prix se sont effondrés, 2015, la confirmation, 2015 a été une année très, très difficile. On s'est dit, ça y est, cette fois, les autorités vont s'emparer de tout ce qui a été produit pour réfléchir contre une politique qui permette de se diversifier. Et finalement, peut-être qu'on va finir tout ça sans mettre en œuvre une politique de ce type. C'est-à-dire qu'une opportunité aussi importante qu'un contre-choc n'a pas suffi, n'aurait pas suffi pour changer d'orientation. C'est à cette conclusion qu'on va arriver. C'est assez désespérant. Je n'espère pas en tout cas. L'objectif de nos papiers, les messages qu'on essaie de communiquer, c'est que la question n'est pas simple. C'est-à-dire qu'amorcer les réformes, certaines réformes de fond, ce n'est pas simple. Il y a des décisions qu'il va falloir prendre, des décisions courageuses qu'il va falloir prendre. Mais il faut les prendre aujourd'hui. Peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure. On va y revenir tout de suite. Okay. Alors, vous dites comment amortir le choc de l'iceberg, c'est l'intitulé, le sous-titre de votre document, et vous mettez en premier. Alors, on n'était pas tout à fait sûr si c'était la première fois ou pas, mais c'est assez remarquable. Vous mettez la Delivery Unit. La Delivery Unit, c'est cette instance transversale qui n'est pas complètement classique, elle est relativement informelle, que certains gouvernements, certains pays dans le monde ont instauré pour diriger le changement. Donc, on comprend tout de suite que pour vous, le problème numéro 1, c'est la gouvernance de la réforme. C'est exactement ça. Alors, ce n'est pas la première fois que vous parlez de la Delivery Unit. Vous la remettez aujourd'hui en premier. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'il y a eu une expérience avec le gouvernement Sellel de la Task Force, avec des experts économistes qui ont produit des papiers pour le gouvernement. Est-ce que ce n'est pas une idée qui a un peu brouillé votre projet de Delivery Unit, sachant que ce n'est pas tout à fait la même chose? Non, effectivement, c'est pas la même idée. La task force, c'est une approche qui est intéressante, mais si j'ai bien compris son rôle, c'était plutôt de réfléchir et de proposer un modèle, notamment le fameux nouveau modèle de croissance économique. La Delivery Unit que suggère Nabni, elle est plus dans l'exécution, parce que tout notre problème, c'est pas uniquement d'avoir la bonne stratégie, c'est surtout d'être capable de l'exécuter correctement. Alors, vous avez dit informel, c'est pas exactement informel, c'est plutôt moins administratif dans sa nature. D'accord ? On a aujourd'hui des ministères qui sont là pour gérer des secteurs, mais qui ont, comme on le sait, des insuffisances en termes de capacité organisationnelle et en termes de gouvernance. Tout notre problème, effectivement, enfin celui qu'on remet à chaque fois sur la table, c'est la gouvernance. J'ouvre une parenthèse. Donc, on démarre, quand on dit la gouvernance, on démarre aussi par la gouvernance des réformes, d'où l'importance d'avoir une delivery unit. Vous dites, voilà, la parenthèse, je la place quand même, vous dites des insuffisances au niveau des ministères, de la haute administration, etc. Parmi vos propositions, pour le long terme, vous proposez une nouvelle école de formation des élites administratives. Ça correspond à quel besoin exactement ? C'est de préparer les réformateurs de demain. L'idée, aujourd'hui on a l'École nationale d'administration, donc qui forme des spécialistes justement, qui renforcent les rangs des structures de l'État. Ça viendrait en complément. L'idée est d'avoir des formations qu'on pourrait démarrer assez rapidement, de type master exécutif, où on renforcerait très rapidement la capacité de fonctionnaires qui sont déjà en place, ou de jeunes talents, de jeunes recrues qu'on va former sur comment on réforme, s'inspirer des programmes de formation qui existent de par le monde. Ça existe, on peut s'inspirer de Singapour, de la Kennedy School, donc il y a un certain nombre de modèles qui sont très intéressants, qu'on peut implémenter assez rapidement si ça fait écho au sein du gouvernement.
et avoir bénéficié des meilleures pratiques internationales. Et ça aura un effet, pas immédiat, mais un effet sur le moyen et long terme extrêmement important. Est-ce que ça signifie que les contenus prodigués aujourd'hui dans les hautes écoles algériennes ne sont pas suffisamment updatés, notamment le NA, et ne sont pas suffisamment connectés sur ce qui se passe de nouveau en termes de gouvernance dans le monde? Je ne saurais pas le dire, pour être clair et transparent. En fait, si vous dites que l'administration, le management de l'administration a besoin d'être Je renforcé, ne connais pas le détail des contenus des écoles existantes, mais ce qu'il est certain, c'est qu'il y a de la place pour une structure telle que celle que l'on recommande, et qui serait orientée sur des sujets de réforme en principe. Alors, cette proposition était déjà dans la proposition EBDA en 2015, EBDA 1 et EBDA 2 en 2016. Est-ce que c'est parvenu au gouvernement? Est-ce que le gouvernement a esquissé un geste pour essayer de monter une école de ce type? Je n'en ai pas connaissance, mais c'est un vrai sujet. On le met à la fin dans notre plan d'urgence, parce qu'on sait très bien que quand on forme des capacités, le résultat n'est pas immédiat, mais ça fait partie des vraies préoccupations. Très bien. Donc, Delivery Unit, par contre, vous avez mis ça au début, mais là aussi, il faut une volonté politique. Enfin, voilà, on revient au cœur du problème. Il faut qu'il y ait un responsable qui admette que pour faire avancer des réformes, qu'il ait envie de réformer déjà, et puis pour implémenter les réformes, qu'il se dote de cette structure exécutive efficace qui a fonctionné ailleurs et qui permet d'aider l'administration à aller plus vite. Et cette volonté, vous pensez à Nebni qu'elle existe? Nous, ce qu'on pense, c'est que les réformes sont difficiles, sont délicates, et à un moment donné, il faut avoir le courage de se lancer. D'accord ? La question, par exemple, qui est extrêmement importante, des subventions, c'est toujours difficile de dire on va supprimer les subventions. Réduire, vous dites réduire. De réduire les subventions, mais on peut aller jusqu'à supprimer. Après, comment définir les subventions, c'est toujours un sujet, mais notamment sur les produits énergétiques, par exemple, d'accord, sur les carburants notamment. Ça. On sait que ce sont des subventions qui sont inefficaces, qui sont injustes, elles sont inéquitables, mais les arrêter sans contrepartie, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est un vieux sujet au sein de l'administration de dire il va falloir faire des subventions directes et donc cibler les pauvres, ceux qui en ont le plus besoin. C'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué ? Parce qu'on revient à la faiblesse souvent des capacités organisationnelles de nos structures. Identifier ceux qui en ont besoin. C'est très compliqué. Il y a deux risques. Attendez, quand vous dites c'est très compliqué, vous êtes en train de laisser entendre qu'il faut faire autre chose. Si on fait les choses si on fait les choses, on va dire de manière assez standard. Il y a deux risques en réalité quand il s'agit des subventions qu'on doit donner aux nécessiteux. Le premier risque, c'est de ne pas donner aux bonnes personnes, c'est-à-dire aux pauvres qui en ont besoin. C'est que ces subventions ne vont pas les atteindre. Le deuxième risque, c'est au contraire de donner des subventions aux personnes qui n'en ont pas besoin, qui ne devraient pas en avoir, donc donner aux riches. Donc, pour le cas idéal, ce serait être capable de connaître chaque individu qui est dans le besoin et d'être capable aussi de l'atteindre. C'est pas tout de savoir qu'il existe, c'est aussi d'aller jusque chez lui pour lui donner son chèque, entre guillemets. Ce cas idéal, ça demande des capacités organisationnelles très importantes et des capacités en termes de système d'information et de statistiques très importantes. On ne les a pas aujourd'hui, on ne les a pas. Et donc, on attend de les avoir pour mettre en place ce type de subvention. En attendant, on se dit, bon, pour l'instant, on ne touche à rien. Ce que propose Nebni, c'est d'essayer de sortir un petit peu de la boîte. On a fait deux propositions, enfin on va faire deux propositions, on les a un peu ébauchées dans le papier plan d'urgence, c'est de dire faisons fi de la problématique de notre capacité à cibler, proposons soit un revenu universel, et dans ce cas-là, par définition,
il est ouvert à tout le monde et tout le monde en bénéficiera. Donc pas de problème à identifier puisque c'est tout le monde. Soit ce qu'on appelle une subvention largement ciblée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on met un critère sur les individus ou les ménages qui sont en droit de recevoir ces subventions, mais sur une base déclarative. D'accord ? Supposons que l'on veuille atteindre les 40% les plus, on va dire les plus démunis de parmi les Algériens. C'est sur la base déclarative. Surtout ne mettre aucune contrainte de type administrative ou quelle qu'elle soit, pour que ce soit très facile, qu'on puisse atteindre les plus démunis. Et à partir de là, on sera capable de se débarrasser de cette problématique d'être incapable de cibler correctement. D'accord ? On va élaborer cette explication de manière plus détaillée dans un papier qui va sortir incessamment, comme je vous le disais. L'idée principale derrière, c'est quoi ? C'est de dire, ne restons pas figés parce qu'on arrive en face d'une difficulté qui est liée à notre propre insuffisance en termes de gestion de ces réformes. Il y a des options qui sont suffisamment simples, qui ne demandent pas d'avoir une forte capacité organisationnelle qu'on peut mettre en œuvre. Ça, c'est l'exemple typique. Vous vous embarrassez beaucoup, M. Yahya, vous savez, avec cette proposition, parce qu'en fait, vous êtes en train de lui dire l'argument que vous avancez pour ne pas passer à un modèle de subvention ciblée, avec cette approche largement ciblée. Ce n'est pas une vraie raison et qu'il est possible de faire des choses. La proposition de la démarche déclarative en étant une. Mais si on supposait que c'était un faux argument, que le gouvernement en fait ne veut pas changer de système parce qu'il est dans une démarche clientéliste qui lui permet de construire une base sociale sur la base de la redistribution de ce type-là. Enfin, elle provoque du gaspillage, elle empêche du vrai développement économique, elle désaffecte des ressources. Bon, elle a beaucoup de côtés négatifs, elle a un bon côté positif, elle permet de faire remonter les critères de préserver de la pauvreté des Algériens. Il ne faut pas qu'on soit unilatéral quand on aborde ces sujets-là, mais on sait que sur le long terme, ce n'est pas très bon pour la croissance économique. Il y a d'autres manières de créer et de redistribuer de la richesse. Si la vraie raison, c'est celle-là, Lebni, il est où devant cette... Est-ce qu'il intègre cette possibilité qu'en fait, ils n'en veulent pas? D'abord, notre propos n'est pas d'embarrasser Yahya. On n'a pas de présupposés sur... ou du moins, je pense que ma conviction, c'est pas qu'il n'y a pas d'envie de faire différemment, c'est qu'on a, je pense, au sein de l'administration, le sentiment que c'est très compliqué et que si on touche à quelque chose, on risque de faire tout faux. De tout mettre par terre, si je puis utiliser cette expression. Donc, ce qu'on essaie de proposer, c'est justement de dire à ISO capacité de gouvernance et de mise en œuvre, on a des solutions qui peuvent justement être exécuté sans avoir une très forte... plutôt, je reprends l'idée, on a des solutions qui peuvent être mises en œuvre même avec les insuffisances qu'on a en termes de capacité organisationnelle. Alors, celle-là en est un exemple, c'est pas le seul. C'est pas la seule. Un exemple, c'est pas la seule. Mabrouk Aïb, alors par rapport à Abda 1 et Abda 2, la nouveauté dans ce document-là, c'est, on va dire, l'intrusion, entre guillemets, de cette autre solution que vous avez évoquée, qui est celle de la subvention universelle. On voit bien que ce sont les débats électoraux européens du début de l'année 2017 qui ont peut-être rendu le sujet beaucoup plus audible et qui vous a interpellé. Vous avez donc produit un premier papier. Il y a eu des débats sur la faisabilité, là aussi, à partir de quel seuil. Donc c'est universel, la question est réglée, tout le monde y a accès. Combien faut-il donner, selon quel mécanisme, etc. Est-ce qu'entre les deux options, vous avez une préférence au sein de Nebni, ou alors il y a les partisans il y a encore les partisans de la subvention ciblée, même largement ciblée pour commencer, et les partisans de la subvention universelle? Alors, d'abord, l'inspiration, pas nécessairement le débat qu'il y avait durant
les élections en Europe, si même effectivement ça a été un petit peu en parallèle, mais c'est un débat qui était en interne déjà, qui précédait. Bon, après, j'imagine que c'est des résultats d'études, de projets qui ont été effectués ailleurs, qui ont inspiré un peu tout le monde. Alors, votre question me permet d'indiquer quelque chose qui est important. Si on devait décrire un petit peu Nebni, en réalité, Nebni, c'est des membres qui sont en réalité de sensibilités très très différentes. C'est loin d'être très homogène en termes de conception, en termes de perception. Donc c'est toujours, ça se chahute énormément en interne, et ce qu'on arrive à publier, c'est le résultat, on va dire, du consensus qu'on trouve le meilleur. Sur cette question des subventions largement ciblées plutôt que revenu universel. Revenu, moi je dis subvention, c'est pas le bon mot, c'est revenu universel, je précise, oui. Exactement. Savoir que ça a été un débat qui a engendré un très 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 grand nombre d'échanges pendant près de 3 à 4 mois, parce que c'est un sujet qui est important. Il n'y a pas au sein de Nebni on va dire, de position définitive sur quelle est la meilleure approche. Il y a une position, par contre, qui est claire et partagée par tous, c'est qu'on ne peut plus rester sur le modèle actuel. Et il faut absolument changer, donc prendre son courage à deux mains et aller vers l'une ou l'autre de ces options. Les deux ont des avantages et des inconvénients. Je vous ai parlé des 2 risques qu'il faut gérer, donc ne pas atteindre ceux qui sont nécessiteux et donner à ceux qui entre guillemets, ne mériteraient pas. Mais de toute manière, il n'y a aucun modèle sur la planète qui est parfait, d'accord ? On citera des études de cas très précises, notamment il y a des cas intéressants, c'est l'Iran et le Brésil. Donc, dans un cas, c'est le revenu universel, et qu'est-ce que ça a donné comme résultat ? Et dans l'autre cas, c'est de cibler, et qu'est-ce que ça a donné ? Donc, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Ce qu'on propose, et surtout ce qu'on dit, c'est que le pire, c'est de ne rien faire. De ne rien faire. Ça, le message est très clair, Mabrouk Aeb, et il est bien entendu. Alors, l'autre dossier sur lequel l'autre aspect des mesures d'urgence financière qui ont été prises par le gouvernement ces dernières années, depuis le contre-choc pétrolier, c'est celui de la réduction des importations. Vous dites quelque chose dans votre document qui est à cheval entre les mesures immédiates et les mesures de structuration. Vous dites en fait qu'il faut reprendre la dévaluation du dinar pour pouvoir réguler les importations et supprimer les licences parce que vous n'êtes pas d'accord avec cette gestion administrative des importations. Exactement. Absolument. Et là, il y a un consensus. Et là, il y a un large consensus, on va dire. Pas dans le pays, on parle de Nebni. Oui, je parle au sein de Nebni aussi. On est un modeste groupe de gens qui essaient de débattre, de réfléchir et de mettre alors je vous interpelle à la disposition... je vous interpelle quand même sur la baisse, oui. Sur la reprise de la dévaluation du dinar. Oui. J'avais ici M. Ahmed Ben Bitour, ancien Premier ministre, économiste, expert, qui, sur la plupart des mesures, croise ce que propose Nebni, mais sur la dévaluation, il dit que c'est une mesure qui appauvrit beaucoup les Algériens, il n'est pas très favorable. Ça, c'est une vraie problématique. C'est pour ça que je dis qu'il y a un consensus assez large et qui n'est pas total. C'est qu'effectivement, la dévaluation est un mal nécessaire si on veut gérer la problématique de la balance des paiements. Ça a aussi d'autres impacts, aussi sur la compétitivité de notre production locale. Mais malheureusement, ça a un impact en termes d'inflation, et donc les plus démunis vont effectivement ressentir ça. C'est pour ça qu'on dit faisons vite, amorçons la réforme sur la subvention. Parce que de toute manière, mécaniquement, ce qui est en train de se passer, c'est que ceux qui aujourd'hui subissent le prix de l'augmentation des prix qui sont importés, on ne les compense pas. Oui, mais en attendant, la première conséquence, c'est plutôt de permettre de réguler les importations différemment. Ça, en fait, il y a certaines mesures qui ont, on va dire, on obtient plusieurs résultats
avec une seule mesure. Là, notamment, la dévaluation, ça va permettre de diminuer les importations. Aujourd'hui, le dinar est surévalué, donc on est en train indirectement de subventionner les importations, ce qui n'est pas très raisonnable. On est en train donc de mettre en difficulté la production locale, et surtout la dévaluation permet de ne pas avoir à mettre en œuvre des mesures qui créent des distorsions. Et là, on parle notamment des licences d'importation. D'accord. Sur cette question des importations, je dis donc il va y avoir un papier qui va sortir. Et encore une fois, il faut toujours prendre en considération nos capacités propres à mener des réformes. Il ne s'agit pas de juste proposer un tas de réformes qu'on ne serait pas capable de mettre en œuvre. Alors, on va aller un peu plus vite sur la partie, parce qu'on a avancé dans l'émission, démarrer immédiatement les réformes de fond. Alors, on a bien compris qu'il fallait les démarrer, parce qu'on est resté pendant ces 3 dernières années sur des réformes, sur des mesures d'urgence financière. On vient d'en faire un peu le tour. Et les 2 premières grandes réformes que vous proposez, elles sont classiques, hein, dans le store de Nebni, c'est la réforme bancaire pour fluidifier, pour irriguer l'économie, et l'amélioration du climat des affaires. Alors j'ai envie de dire, tout de suite, avec le gouvernement Yahya, là on tape dans le mur, parce que réforme bancaire, on n'a pas entendu une mesure forte de ce côté-là. C'est même l'inverse qui a été affirmé par le ministre. Pas de privatisation de banques, pas de nouveaux produits, pas de nouveaux véhicules vers la bourse. Il n'y a rien de précis de ce côté-là. Et puis, amélioration du climat des affaires. Il y a eu le classement de Doing Business encore la semaine dernière, 166e rang mondial, et encore des mesures qui risquent de nous plomber de ce côté-là. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment un peu de prêcher dans le désert avec ces mesures ? La réalité, effectivement, c'est que ce ne sont pas des mesures nouvelles qu'on est en train de mettre sur la table. On en a déjà parlé il y a à plusieurs reprises, notamment dans le précédent plan qu'on avait appelé Abda 1 et Abda 2, mais elles restent absolument nécessaires. Le classement de Doing Business n'est pas le meilleur qu'on puisse avoir. Il y a des efforts qui sont faits, on le sait, par le gouvernement, par les structures qui sont chargées de ça pour améliorer notre compétitivité, pour faire en sorte qu'on facilite ou qu'on améliore le climat des affaires. Mais il y a un vrai choc de simplification qu'il va falloir absolument mettre en œuvre. Il y a la problématique du foncier qu'on a relevée à plusieurs reprises. Et à un moment donné, il va falloir se pencher dessus. La réforme du secteur bancaire aussi, améliorer les capacités managériales des banques et aussi augmenter les réseaux. Si on regarde les chiffres, c'est cité dans le rapport, on est très loin du standard international. Donc il y a un certain nombre de mesures qui ne nécessitent pas nécessairement on va dire des réformes très sophistiquées, mais qui pourraient être mises en œuvre rapidement. Mais effectivement, on revient à plus que la volonté, mais il faut s'engager, je veux dire, ce comité, mais s'engager sur ce chemin de réforme et le montrer clairement. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on est encore dans l'hésitation. Alors, 2018, année préélectorale, dans ce que vous proposez dans le nouveau document, il y a beaucoup de mesures. Vous-même, vous dites qu'il faut du courage, donc il y a des mesures courageuses. Ça peut être le cas de la réforme du système de subvention, mais c'est aussi le cas pour d'autres aspects, pour assurer le long terme, hein, d'autres aspects de vos propositions. Est-ce que c'est pas peine perdue quand même, une année préélectorale? Est-ce que c'est pas par définition, et pas seulement en Algérie, hein, le moment précis où il faut surtout pas prendre des mesures de réformes structurelles importantes, parce qu'il faut surtout se préserver des effets néfastes. Les effets néfastes sont ceux qui arrivent au début, hein, il faut le savoir. On bénéficie des réformes un peu plus tard. Donc cette équipe ne sera pas là, si jamais elle engage des réformes, elle ne sera pas là pour en bénéficier. Elle devra plutôt manager les mauvaises conséquences et l'impopularité pour certaines d'entre elles. Est-ce que c'est pas peine perdue? C'était ma question. 2018, c'est une mauvaise année pour ça. Alors,
Bon, Nabni, depuis qu'elle existe, enfin, c'est jamais lié à un calendrier, politique. À un calendrier particulier. Donc, ce qu'on le dit, on le dit parce qu'on pense qu'il faut le dire. Pourquoi pas, j'allais dire, pourquoi pas le gouvernement qui est aujourd'hui en place ne prendrait pas la responsabilité et le courage pour lancer des réformes qui, de toute manière, sont nécessaires pour l'Algérie. Donc, ce gouvernement ou le gouvernement suivant, ça reste le gouvernement de l'Algérie pour l'Algérie. Donc, je peux m'arrêter une seconde. Oui, vous avez raison d'y croire, on y croit tous. Je m'arrête une seconde sur l'action du gouvernement. Le projet de loi de finances pour 2018 étant un indicateur de ce que veut faire le gouvernement, on trouvait déjà qu'il n'était pas suffisamment réformateur. Ça, c'est un point de vue assez largement partagé. Par exemple, sur la question des subventions, mais pas seulement. Il y a eu cet impôt qui a été introduit, qui était supposé un peu apporter du baume au cœur dans les chaumières. On a taxé les salariés, on a taxé de différentes manières les Algériens, et puis on a essayé d'ajouter un impôt qui essayait de renvoyer une idée de justice fiscale, l'impôt sur la fortune, qui est une mise à jour de l'impôt de la taxe foncière du gouvernement Blaid Abdeslam de 93. Et puis voilà, on apprend cette semaine que l'Assemblée nationale l'abandonne parce que sa faisabilité, il ne peut pas être couvert, il est insuffisamment préparé, son assiette n'est pas suffisamment bien définie. Anne Ebni, est-ce que vous avez eu le temps de parler de l'imposition du patrimoine ? Alors, c'est un vrai sujet, et effectivement, il est absolument pertinent, l'impôt sur la fortune. En interne, il n'y a pas eu de travail qui a été dédié, même si on a commencé à en discuter parce que c'est un vrai sujet, mais c'est pas un sujet nouveau en réalité. Il est lié aussi à l'impôt foncier qu'on a très nombreuses reprises remis sur la table. Et donc, c'est totalement lié. Je pense qu'on est déjà en train de discuter dessus. Il n'y a rien de complètement mature, mais je pense que c'est un sujet qu'on abordera et on pourra évoquer ça de manière plus précise. Vous avez noté qu'une partie des députés qui étaient favorables au retrait de cet impôt ont utilisé comme argument le fait que ça allait faire fuir les capitaux vers l'étranger. Ça vous inspire un commentaire ? Un commentaire personnel, alors pas. Oui, bien sûr. Nabni, vous avez le droit de parler en tant que Mabrouk, vous seulement. Okay. Non, je ne pense pas que ce soit un argument recevable. Je pense qu'en Algérie, de manière générale, les impôts sont inférieurs à ce qu'il y a dans des pays comparables, et en particulier dans la région. Donc, pour moi, ce n'est pas un argument recevable. Il y a une vraie problématique de mieux taxer. On l'a évoqué dans notre papier. D'accord ? L'impôt sur le bénéfice des sociétés est pas le plus important, pour pas dire autre chose. Je parle si on compare à des pays comparables aux nôtres. Donc il y a la possibilité, c'est un sujet qu'il va falloir creuser sur augmenter l'impôt sur les bénéfices. D'un autre côté, il y a des taxes, et la TAP, on est revenu dessus, est une taxe qui est contre-productive, qui pousse beaucoup d'entreprises à aller vers ce qu'on appelle l'informel. Pour nos amis auditeurs, on rappelle, c'est une taxe qui est évoquée souvent sur ce plateau, la taxe sur l'activité professionnelle, qui est en fait appliquée directement au chiffre d'affaires et qui pose en particulier un problème pour les distributeurs. Dans la marge est déjà petite, et quand on les taxe sur le chiffre d'affaires, ça les pousse directement à ne pas déclarer, à faire de la sous-déclaration, voire à plonger directement dans l'informel. Et à partir du moment où les distributeurs sont dans l'informel, ça met une pression sur les fournisseurs à aller dans l'informel. Donc ça, c'est un sujet qu'on a à plusieurs reprises. Et que vous avez appelé mieux taxé. Ça fait partie des mesures que vous avez prises. Alors, pour finir, vous proposez, vous ne tenez pas compte de l'agenda politique et électoral. Il y a des choses qu'il faut dire, vous les dites. Il y a des choses qu'il faut dire et qu'il faut faire. Donc vous proposez la delivery unit aussi pour les faire. Alors à défaut d'être écouté, entendu par l'exécutif, comme on est en année préélectorale, c'est peut-être une année aussi où des candidats à la future présidentielle de 2019, si elle se tient à cette date-là, pourraient venir puiser dans ce que vous proposez. Il y a eu une échéance qui est passée, celle de mai dernier, où on n'a pas eu tellement le sentiment qu'il y avait un débat, parce que les gens savent que ce n'est pas là que ça se joue, ce n'est pas
la majorité parlementaire qui décide du programme. D'ailleurs, tout le monde dit c'est le programme du président qu'on applique. Donc, mais pour les futures présidentielles, ce que propose Nebni peut être aujourd'hui un magasin où on vient se doter d'idées pour construire un programme. Mais en tout cas, c'est un peu le principe de Nebni, c'est que nous, on essaye de proposer des idées pertinentes et on espère qu'elles seront utilisées. Donc clairement, si le futur gouvernement ou le futur... on peut dire le futur président, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de mal. On n'est pas au Zimbabwe, on peut envisager le futur président comme ça. Voilà. Oui, futur président, qui sera le président. Voilà, quel qu'il soit. Quel qu'il soit, on peut imaginer qu'ils prennent des idées dans... c'est ce qu'on espère, oui, effectivement. En tout cas, c'est notre raison d'être, c'est de produire des idées qui seront utilisées par les personnes qui sont responsables. Alors, en espérant qu'elles sont pertinentes. Vous êtes arrivé déjà, vous l'avez fait, à chaque fois que vous avez produit un papier important, c'est le cas pour ce dernier papier, d'aller le soumettre, le proposer, le discuter à tous ceux qui veulent en parler avec vous. Souvent, c'est plutôt les autres qui vous invitent. Ça, on doit le noter, c'est important. Donc, vous êtes ouvert à cela. Vous prévoyez de faire la promotion de ce dernier papier auprès des institutionnels et des acteurs de la vie publique. Absolument, c'est un document en tout cas que l'on va remettre aux institutions, donc au ministère, à la présidence. Donc c'est un document que l'on va distribuer à ces institutions parce que c'est elles que l'on veut toucher, sensibiliser, en espérant que c'est une contribution utile. Et on organisera très probablement des débats. Bon, je n'ai pas envie de trop de m'avancer, parce que voilà, comme vous le savez, on est un petit groupe de bénévoles, donc c'est toujours un peu compliqué de s'organiser, surtout qu'il y en a qui sont parmi nos membres, qui sont à l'étranger, et donc on aime bien avoir le maximum de personnes qui contribuent présents à nos événements, mais on pense à organiser une rencontre débat probablement au courant du mois de décembre autour de ce sujet-là. Ces sujets-là, des sujets qui vont aussi être publiés incessamment. Merci Aed Mbrouk d'avoir été notre invité du direct ce matin sur Radio M. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation et à bientôt, j'espère. Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançant en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.